Et l'objectif de cette communication, c'est de présenter c'est quoi l'évaluation environnementale stratégique, quel est le champ d'application de l'évaluation environnementale stratégique et la procédure administrative et le processus technique de l'évaluation environnementale stratégique qui encadre les politiques, les plans et les programmes ainsi que les projets à sous-multiples de projets dont les caractéristiques ne sont pas encore connues ou les zones d'implantation ne sont pas encore connues, qu'on peut appliquer l'évaluation environnementale stratégique ou le cadre de gestion environnementale et sociale. Et enfin, l'avantage de l'évaluation environnementale stratégique dans le processus de développement durable. Alors, le plan de la présentation se présente comme suit. Allez-y. Voilà. L'évaluation environnementale stratégique, c'est une famille de processus ou un ensemble de processus qui vise à intégrer les préoccupations environnementales et sociales dans les politiques, les plans et les programmes de développement, ainsi que certains projets à plusieurs sous-projets dont les caractéristiques, comme je le disais tantôt, qui ne sont pas encore définies. Alors, à ce titre, elles permettent de colliger, de traiter et d'analyser, d'interpréter les impacts afin environnementales et sociales, des politiques et plans programmes, et afin de préparer les prises de décisions. Alors, le champ d'application de l'évaluation environnementale stratégique, c'est naturellement les politiques, les plans, les programmes, ainsi que des groupes de projets ou un ensemble de projets avec plusieurs sous-projets dont les caractéristiques, les emplacements des sites ne sont pas encore définis. Alors, à la différence de l'évaluation environnementale, de l'étude d'impact environnemental et social, l'étude d'impact environnemental et social s'applique dans les projets concrets dont les caractéristiques sont déjà connues et voilà, tout le processus d'étude d'impact environnemental et social diffère du processus de l'évaluation environnementale stratégique. Alors, dans quelle situation peuvent déclencher la réalisation de l'évaluation environnementale stratégique? Vous pouvez avoir 4 situations. La première situation, c'est lorsque la zone territoriale d'action est connue, la zone de projet est connue, mais des propositions ou des objectifs sectoriels ne sont pas clairement identifiés. Alors l'évaluation dans ce cadre-là, environnemental stratégique, peut aider à définir des propositions stratégiques, des options et des scénarios permettant de tirer la meilleure option. Alors cela se passe par l'analyse multicritère, avec l'implication de toutes les dimensions à prendre en compte, la dimension environnementale, la dimension sociale, la dimension économique, mais aussi la dimension technique. Au regard de chaque dimension, on définit les critères et ces critères-là sont agrégés et évalués pour déterminer le niveau de performance de chaque critère par rapport à la dimension proposée pour l'option proposée. In fine, on agrège ces différents critères pour tirer la meilleure option préférable. À titre d'exemple, vous pouvez avoir pour les besoins de transport des minerais de fer. On a le projet Simandou qui se développe vers le sud du pays et la composante portière vers la basse-côte, c'est-à-dire à Forikaria d'Amoribaya. Donc il faut transporter. Alors l'une des propositions pourrait être le pipeline ou le chemin de fer tel que réalisé présentement ou une bande de convoyeurs, ça peut être une proposition. Alors, pour la réalisation de ce projet de transfert de minerais du site minier vers la zone portuaire, les différentes options sont analysées et de façon comparative en considérant les différentes dimensions qui peuvent être prises en compte pour voir quelle est l'option qui peut avoir moins d'effets ou enjeux environnementaux, risques et impacts environnementaux sur l'ensemble des milieux, c'est-à-dire le milieu biologique, le milieu physique et le milieu humain. Donc, c'est à travers cette analyse-là qu'on peut tirer une meilleure option. Donc, l'évaluation environnementale est un outil qui permet de croiser le regard afin de retenir la meilleure option ou l'option préférable. Alors, il y a les 3 autres dimensions, situation, on va aller rapidement, si vous pouvez revenir rapidement s'il vous plaît. La deuxième dimension, c'est
comment on appelle, situation, c'est lorsque vous avez des propositions. Les propositions, les objectifs sectoriels qui sont connus, mais aucune zone territoriale n'est encore identifiée. Donc, pour identifier telle zone ou tel site ou par rapport à tel autre site, l'évaluation environnementale stratégique permet également de faire une analyse afin de présenter des options stratégiques à réaliser les propositions qui vont être définies. Lorsque vous avez également une zone territoriale, d'action territoriale, et les propositions, les objectifs sectoriels qui sont connus, à titre d'exemple, nous venons de suivre l'OGPNRF qui vient de présenter les 18 la cartographie des 18 sites des aires protégées, qui sont bien connus, ils ont les objectifs qui sont bien définis, ils ont expliqué, et par superposition, nous avons un ensemble de programmes, de projets qui se retrouvent dans Simandou 2040. Alors, comment faire en sorte que ces projets qui sont planifiés dans Simandou 2040 et les 18 sites qui sont déjà retenus par l'OGPNRF peuvent être réalisés sans qu'il y ait un croisement et sans qu'il y ait chevauchement, hein, pour que tous ces projets-là planifiés dans le cadre de Simandou 2040 soient réalisés. Alors, l'évaluation environnementale stratégique peut servir ici de faire une analyse de plan de cohabitation afin d'éviter qu'il y ait une superposition de ces projets qui sont planifiés dans le programme Simandou 2040 par rapport aux 18 sites ici qui sont déjà cartographiés et planifiés par l'OGPNRF. Et la quatrième situation, c'est lorsque vous avez une politique sectorielle qui est connue, mais elle n'est pas matérialisée de façon sur le plan territorial. À titre d'exemple, vous pouvez avoir des accords commerciaux. On en a très peu d'expérience, peut-être. Moi, je n'ai pas tellement d'expérience par rapport aux accords commerciaux, ce n'est pas mon domaine. Mais si vous avez un tel cas de figure à faire, vous pouvez essayer également de faire des analyses comparatives des différentes options pour essayer de voir quelle est l'option préférable au niveau stratégique. Et ce qu'il faut rappeler, l'évaluation environnementale stratégique, c'est toujours en amont, au niveau de la planification. C'est pourquoi il est important de faire cette présentation-là ici pour montrer la place de l'évaluation environnementale dans le processus de planification dans une perspective de développement durable. Alors, au niveau national, l'encadrement juridique tire son origine dans le Code de l'environnement. Et ce Code de l'environnement, il y a ces articles 25 et 26 qui réglementent l'application ou la conduite des évaluations environnementales stratégiques par rapport au niveau des plans politiques et programmes, stipule en son article 25, le Code impose à tout promoteur, ça peut être l'État ou un groupe d'investisseurs privés, de réaliser une évaluation environnementale qui peut prendre l'une des formes suivantes. Ça peut être l'évaluation environnementale stratégique, lorsqu'il s'agit des plans, des programmes, des politiques, et l'étude d'impact environnemental et social lorsqu'il s'agit des projets concrets, ce que nous avons l'habitude de voir ici avec nos partenaires privés. Mais également l'audit environnemental et social. Et l'évaluation environnementale et sociale sont conduites par des experts ou des consultants qui sont agréés par le ministère en charge de l'environnement. Et l'arrêté 1595 ici définit les conditions de réalisation de l'évaluation des études d'impact, des études environnementales et sociales, que ce soit évaluation environnementale stratégique, étude d'impact environnemental ou l'audit environnemental. Donc, ainsi que les différentes étapes et les outils qui sont à appliquer. Là, il y a un schéma que j'ai présenté ici, c'est typiquement pour la démarche administrative, mais également le processus technique de la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social. C'est un peu similaire à l'étude d'impact environnemental, sauf que dans la démarche, au niveau des étapes, il y a une très grande différence. Puisque si, à titre d'exemple, vous êtes au niveau, après l'introduction de l'avis de projet par le promoteur du projet ou du programme auprès du ministère en charge de l'environnement, après le tri préliminaire par les services techniques du ministère de l'Environnement, on passe, si l'étude est classée dans l'une des catégories à réaliser, est classée dans la catégorie d'une évaluation environnementale stratégique,
on passe à la réalisation du cadrage. Sauf qu'à la différence de l'étude d'impact environnemental et social, le processus de cadrage se réalise autour d'un atelier comme là où nous sommes et qui regroupe l'ensemble des parties prenantes afin de recueillir l'ensemble des préoccupations de l'ensemble des parties prenantes pour sortir une vision afin de définir un cahier des charges qui peut être appelé les termes de référence, qui est tout à fait différent du processus d'étude d'impact environnemental et social où le consultant passe dans la zone d'étude du projet afin de faire une évaluation préliminaire et de dégager les enjeux environnementaux, de définir tout ce qui est impact potentiel projeté et ainsi que la liste des parties prenantes. Alors, pour terminer rapidement, puisqu'on n'a pas assez de temps, les avantages de l'évaluation environnementale stratégique dans le processus de planification, voilà ce que l'évaluation environnementale stratégique peut apporter au processus de planification dans une perspective de développement durable. La première chose, elle favorise et aide à comprendre les défis en matière de durabilité qui comprend des perspectives de processus, comme on appelle, qui intègrent tout ce qui est préoccupation le plus tôt que possible dans le processus de planification et de décision. Elle appuie à la prise de décisions stratégiques établissant des conditions propices au développement. Ensuite, l'évaluation environnementale stratégique facilite l'identification et la discussion des options, que je disais tantôt, de développement et fournit des directives pour aider le développement à suivre les trajectoires de durabilité. Ces trajectoires de durabilité sont souvent appliquées dans la mise en œuvre maintenant des projets qui sont planifiés dans les programmes, à savoir les projets concrets. Cette directive va servir à la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social comme étude de cadrage, puisque l'évaluation environnementale stratégique a été déjà réalisée en identifiant tout ce qui est enjeux globaux par rapport à la zone d'insertion ou à la région d'implantation des 10 projets. Elle informe également les planificateurs, les décideurs et le public concerné sur la durabilité des décisions stratégiques en assurant un processus décisionnel démocratique, en renforçant la crédibilité des décisions, puisqu'elle impose la transparence dans un débat démocratique. Et là, ça ne va pas jusqu'au niveau des localités individuellement prises dans le cadre de la réalisation des projets, mais la concertation se passe de façon dans un processus de démocratie participative. Elle encourage également la volonté politique, stimule les changements de mentalité et crée une culture de prise de décision. Et ici, ce que je peux dire en dernier mot, l'évaluation environnementale stratégique donne des informations nécessaires aux décideurs pour une meilleure prise de décision. Et c'est pourquoi elle doit être intégrée au moment de la planification des programmes qui vont être déclinés en plans et projets de développement pour la durabilité. Et c'est là, effectivement, que va ressortir la durabilité de toutes les actions qui seront inscrites dans les plans, dans les politiques, dans les plans, dans les programmes et les projets de développement. Voilà, mesdames et messieurs, rapidement présenter l'évaluation environnementale stratégique, le champ d'application, la démarche administrative et le processus technique de façon condensée qui encadre la mise en œuvre de toutes ces politiques, les plans, les programmes et quelques projets sous-multiples qui peuvent être encadrés par l'évaluation environnementale stratégique, mais aussi par les cahiers de charges à des niveaux différents, à des niveaux de décision différents. Et ce que l'évaluation environnementale stratégique peut apporter à tout ce qui peut être processus de planification, que ce soit programme politique et les projets de développement. Je vous remercie. Allez. Merci beaucoup, Monsieur Camara Mohamed Lamine, de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale sur l'évaluation environnementale stratégique. Merci encore une fois.
nous vous invitons à rejoindre votre place. Merci. On va donc poursuivre avec une autre présentation, cette fois qui sera faite par Monsieur Jean-Marc Garot, assistant technique de l'OGPNRF sur l'EES appliqué à l'extension du REGAP. Donc, il parlera des enjeux, la méthodologie et partie concernée. Monsieur Jean-Marc Garot, vous êtes invité à rejoindre la scène pour votre présentation. Bonsoir, merci. Donc, le sujet que j'aborde est le même que le précédent. Je vais essayer de l'aborder de façon peut-être un peu plus pratique. On a vu les aspects légaux. Là, je vais... Ah, c'est formidable, ça a changé. OK, si vous voulez, donc je vais vous parler plus spécifiquement de l'évaluation environnementale stratégique qu'on est sur le point de lancer pour le REGAP. Donc, vous avez compris que la situation dans laquelle on est avec le REGAP, c'est qu'on a une proposition, on a une vision de là où on veut aller, on a des territoires sur lesquels on veut s'inscrire, mais on arrive avec des ambitions qui sont très élevées. L'objectif, c'est 30% du territoire d'ici 2030. C'est un projet qui est légitime. Ce sont les engagements internationaux de la Guinée dans le cadre de la Convention pour la biodiversité. C'est un projet qui est légitime aussi parce que c'est une ambition que se sont donnée l'ensemble des pays de la planète par rapport aux objectifs de développement durable. On a dit qu'il faut, pour avoir un développement dans lequel on peut répondre aux défis de notre temps en matière de services, bien-être des populations, le changement climatique, etc., il est nécessaire de classer 30% et protéger 30% du territoire. Voilà, donc on a un projet, mais on va s'inscrire dans un... On arrive un peu tard. La Guinée, jusqu'à présent, on l'a vu, a classé à peu près 16% de son territoire. Et on arrive donc dans un environnement qui est complexe. Et donc toute la question est de savoir maintenant comment est-ce qu'on passe de cette situation vers la situation qu'on vous a présentée ce matin, que notre directeur général vous a présentée ce matin, dans laquelle on veut avoir des aires protégées qui sont acceptées par les différents secteurs qui sont inscrits dans les territoires, qui sont acceptés par les populations, les acteurs locaux qui sont installés dans ces territoires. Non, si vous pouvez, je n'ai pas commencé, si vous pouvez revenir en arrière. Voilà. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment un schéma très synthétique de la façon dont ça doit se passer. Mais pour vous faire comprendre un certain nombre d'enjeux, de mécanismes auxquels on va s'astreindre. Donc, les objectifs, il y en a 3. Identifier et évaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels de l'initiative. On va transformer les règles d'accès aux ressources. Ça va avoir des impacts. On veut les mesurer, on veut les comprendre, on veut les analyser. Face à ces impacts, on veut développer des mesures d'atténuation pour faire en sorte que, si impact négatif il y a aussi compensation pour satisfaire les besoins de tout le monde. Et donc, à travers le développement d'un plan cadre de gestion environnementale et sociale. C'est l'objectif de l'évaluation environnementale stratégique, d'arriver à un plan d'action qui va corriger, répondre aux impacts négatifs de la création du REGAP. Troisième aspect qui est vraiment essentiel à travers cette démarche d'évaluation environnementale stratégique, c'est de construire un consensus entre l'ensemble des parties prenantes. Il ne s'agit pas d'une étude
qui vient de l'extérieur. Il ne s'agit pas de mesurer des choses, il s'agit de dialoguer avec l'ensemble des acteurs qui sont présents dans les territoires, en Guinée, et de construire, de co-construire un projet de REGAP qui va satisfaire non seulement les exigences dans le domaine de la conservation de la biodiversité, mais qui va aussi s'accommoder de tous les enjeux de développement, que ce soit en matière d'infrastructures, de mines, d'hydraulique, etc. Suivante. Dans cette évaluation environnementale stratégique, il y a deux dimensions. Il y a deux démarches complémentaires qui sont indissociables. Il y a la démarche nationale. Stratégiquement, on transforme une partie du territoire qui est non négligeable. Et on l'a dit, ça concerne toutes les régions de la Guinée. Et donc, il est nécessaire d'avoir une démarche qui va se faire au niveau national. Examiner les effets sur le développement national. On transforme les règles d'accès aux ressources, les règles de fonctionnement dans les territoires. Quelles vont être les conséquences économiques, sociales et environnementales sur les populations, sur les projets des différents secteurs qu'on a évoqués, les mines, etc. Sur l'avenir économique des régions. Sur les impacts sociaux, il va y en avoir sur l'alimentation, l'énergie, la santé, etc. Et les effets environnementaux, on va s'assurer aussi que ce qu'on fait, on part de bonnes intentions, on part d'une démarche de conservation de la biodiversité, mais il faut s'assurer que la démarche qu'on va mettre en place va bien aboutir aux objectifs qu'on s'est donnés au départ. Deuxième dimension, il faut identifier des modes de gestion et de gouvernance du REGAP. Ce n'est pas un projet localisé, c'est un projet qui concerne l'ensemble des régions, qui concerne l'ensemble des secteurs économiques du pays. Et donc, il faut s'accorder sur des modes de prise de décision et des modes de gestion. Mobiliser les acteurs économiques et sociaux dans une dynamique nationale. Vous avez vu, c'est le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui est en tête. C'est l'OGPNRF qui est chargé de piloter ce processus. Mais nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes animateurs d'un processus dans lequel chacun va devoir jouer son rôle. Et donc, il s'agit de s'assurer que tout le monde est mobilisé et tout le monde va se retrouver impliqué dans le processus de construction de ce REGAP. Et puis construire une planification à long terme, y compris financière. Donc, on se donne une perspective de long terme, une perspective nationale. Suivante. Deuxième dimension indissociable, c'est la dimension locale. Alors, on a 18 sites dans toutes les régions. Il est nécessaire, surtout dans un pays comme la Guinée, où les paysages sont très diversifiés, où on répète que la biodiversité est très élevée parce qu'il y a une différence de paysage, d'éco-régions telles qu'on a des cas de figure, on a des aires protégées qui sont très très différentes les unes des autres. Et donc il faut absolument qu'on arrive à rentrer en contact avec les partenaires locaux, localement, et qu'on identifie des problématiques territoriales au-delà des écosystèmes. Nous, on connaît les écosystèmes. Les autres partenaires vont nous dire, dans ces régions-là, voilà les enjeux économiques en matière d'infrastructure, etc. Identifier les acteurs et les dynamiques sur lesquelles s'appuyer localement en vue d'une planification locale. Donc planification nationale, planification locale, à chaque fois avec des partenaires bien spécifiques. Construire des scénarios de développement socio-économique. On a un projet, mais il faut qu'on construise des scénarios différents qui vont dépendre des grandes orientations nationales, mais aussi beaucoup des exigences, des enjeux locaux. Et ensuite, construire des dynamiques locales intégrant développement et conservation. Dynamique locale, ça signifie tout le monde est impliqué, tout le monde se met d'accord sur un processus. Donc vous comprenez que tout ça nécessite des outils. On appelle ça une analyse multicritère, c'est ce que M. Camara a dit tout à l'heure.
par la complexité du processus. Donc on va faire appel à des spécialistes, moi je n'en suis pas, et on va suivre un cheminement qui va partir de l'identification des objectifs de durabilité. Nous, on a une idée du REGAP, il faut que cette idée, cette vision, elle soit appropriée, qu'elle soit celle de l'ensemble des secteurs de la nation. On veut classer 30%, on veut conserver notre biodiversité, mais il y a d'autres exigences qui vont apparaître. Deuxième, décrire la situation de développement, donc tous les enjeux, en particulier en matière de développement durable, pour répondre à tout un agenda international. Prédire et évaluer les impacts du REGAP, décrire donc les conséquences, les impacts négatifs et construire des scénarios. Aujourd'hui, notre projet, il est malléable et on n'est pas obligé de retenir toutes les hypothèses. Il faut construire des scénarios en fonction des exigences de nos partenaires. Atténuer les impacts. Donc, quelles sont les mesures qu'on va proposer pour atténuer et répondre aux défis nationaux et locaux? Et puis déterminer et développer des indicateurs. Rédiger un rapport et suivre les impacts économiques. Tout ça, c'est ce qui va se jouer à la fin. M. Camara l'a dit, c'est un rapport, une étude qu'on fait tous ensemble et à l'issue de laquelle on construit un plan de gestion environnementale et sociale à l'échelle de la nation, à l'échelle du REGAP. Donc, c'est un processus dont l'OGPNRF, le ministère, sont les pilotes, mais c'est un processus dans lequel on veut impliquer tous les secteurs dans un processus assez complexe. Merci. Merci beaucoup pour ce exposé. Merci infiniment. Monsieur Garot, qui nous a donc fait la présentation sur l'EES appliqué donc à l'extension du REGAP. Et on va poursuivre avec le dernier point pour cette journée. Il s'agit d'un panel d'échange, de discussion autour de sujets bien choisis qui tournent autour donc de la biodiversité. Et je vais demander à l'équipe organisatrice de bien vouloir installer l'espace panel pour que nous puissions commencer dans moins de 2-3 minutes maximum. Merci.
Et donc, on va enchaîner avec ce moment de discussion. Le panel portera sur le cadre de concertation de l'EES, du REGAP, comme outil de construction de consensus autour des limites des aires protégées. Et je m'en vais inviter nos différents panélistes à nous rejoindre à tour de rôle. J'invite Dr Karim Samoura, secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Dr Karim qui va prendre place. Dr Seydou Cissé, directeur général de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale, également invité à nous rejoindre. Lieutenant-colonel Aboubakar Samoura, directeur général de l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune. Monsieur Idriss Defri, expert de la Banque mondiale, est invité à prendre part à ce panel, ainsi que monsieur Jean-Marc Garot, expert bureau d'études GOPA, comme 5e panéliste que nous invitons à nous rejoindre. Bien, ça, je pense que nous sommes au complet. Alors la discussion portera, comme je le disais tantôt, sur le cadre de concertation de l'EES, du REGAP, comme outil de construction du processus autour des limites des aires protégées. On a 1 heure d'échange, disons 45 minutes, plus 15 minutes qui vous seront accordées pour pouvoir également vous permettre de poser des questions, mais aussi d'apporter vos suggestions au besoin. Alors, nous avons sur ce plateau Dr Karim Samoura, secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Dr Seydou Cissé, directeur général de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale. Nous avons également lieutenant-colonel Aboubakar Samoura, directeur général de l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune. Et puis nous avons aussi monsieur Idriss Defri, expert de la Banque mondiale, et monsieur Jean-Marc Garot, expert bureau d'études GOPA. Alors, je vais poser différentes questions à chacun de vous. Je commence par notre tout premier panéliste, Dr Karim Samoura. Comment le programme Simandou 2040 peut concrètement concilier développement économique et préservation de la biodiversité en République de Guinée, Dr Samoura? Merci, Madame la modératrice, pour cette question majeure et cadre. Cadre parce que tout ce que nous débattons aujourd'hui... Dans le micro. Tout ce que nous débattons aujourd'hui est effectivement inscrit dans le programme Simandou 2040. Lorsque le programme Simandou 2040 a commencé, lorsque les experts de KPMG ont commencé à travailler là-dessus, justement, cette question fondamentale s'est posée. Pourquoi il n'y a pas un secteur environnement au même titre que le secteur infrastructure, agriculture et autres? C'est parce que tout simplement, la question de l'environnement, la question du climat, la question du développement durable est transversale. Chaque secteur, sous-secteur du programme Simandou individuellement pris doit faire l'objet d'une prise en compte du développement durable au-delà des concepts génériques de développement durable, d'approches ou de techniques permettant d'aller vers une économie à bas carbone, vers une approche qui permet de prendre en compte aussi bien au même niveau les questions écologiques de conservation que les questions économiques et les questions sociales. Aujourd'hui, nous débattons justement de la question du réseau des aires protégées. C'est le volet conservation du programme Simandou 2040. Pourquoi? Parce que l'aménagement du territoire tel qu'envisagé par Simandou 2040, c'est qu'aujourd'hui nous avons, grâce au projet Simandou, implanté dans la réalité un grand corridor de transport, mais qui est aussi un corridor économique,
dans lequel sont envisagées plusieurs actions de développement concrètes touchant tous les secteurs de développement de la Guinée, y compris le secteur du développement agricole. Nous avons aussi le ministère en charge des infrastructures qui envisage d'autres corridors parallèles qui seront interconnectés avec ce corridor. Et ce maillage-là, il va se faire au détriment de la conservation quelque part. C'est pour ça qu'il est important d'appeler tous ces acteurs, de les mettre en face pour qu'on puisse discuter, pour aller vers une sorte d'équilibre entre le développement voulu, même s'il est accéléré, qu'il soit planifié de manière à ce que la durabilité soit maintenue. Lorsque vous ne tenez pas compte justement du changement climatique, lorsque vous ne tenez pas compte de la conservation de la biodiversité, lorsque vous ne tenez pas compte justement des habitats sensibles, ce que vous faites, c'est que vous mettez à risque vos investissements. Les infrastructures que vous allez développer ne seront pas des infrastructures résilientes. Elles peuvent être exposées à des risques d'inondation, de rupture, et ça veut dire que le transport des marchandises et autres peut prendre des coûts avec des impacts majeurs sur l'économie. Mais si vous anticipez et que vous développez, vous ouvrez un débat autour du mode de développement voulu, le chef de l'État nous a clairement décliné sa vision. Sa vision, c'est un développement durable. Donc, c'est à nous de construire ce développement durable. Le débat d'aujourd'hui, effectivement, ouvre la porte à ce développement durable. Mon collègue, M. Camara, a présenté tout à l'heure un outil qu'on appelle l'évaluation environnementale stratégique. Ce que le ministère de l'Environnement envisage aujourd'hui, c'est une série de communication et de formation destinées aux directions de BSD, les bureaux de stratégie et de développement des différents ministères sectoriels. De leur expliquer que nous, au ministère de l'Environnement, nous disposons d'outils qui peuvent permettre de garantir la prise en compte du développement durable dans leur planification stratégique. Et nous donnons aujourd'hui l'exemple, le ministère de l'Environnement nous-mêmes, en soumettant effectivement le REGAP, la conception, la création du réseau des aires protégées à ce processus d'évaluation environnementale stratégique qui d'abord est un espace de débat et de transparence pour ensemble confronter les enjeux, les intérêts et les inconvénients de chacune de nos décisions afin qu'ensemble on puisse s'entendre sur ce qui est bien pour l'avenir de notre pays dans la perspective de garantir l'inclusivité, donc les intérêts de toutes les parties, de garantir la transparence, de garantir ce qu'on appelle le développement durable, c'est parce qu'on prend en compte aussi bien les questions économiques, on ne les met pas en cause et on ne les freine pas, mais aussi les questions sociales, parce que les communautés sont à l'aise, acceptent socialement, effectivement, ce qui est investi. Et enfin, l'aspect écologique qui est maintenu à travers, d'une part, si vous voulez, la conservation de la biodiversité, mais d'autre part aussi l'aspect, je dirais, de préservation des communautés face à d'autres types d'impacts comme la pollution, comme l'érosion des ressources naturelles qui peut mettre en cause effectivement leur capacité à pouvoir garantir un avenir sécuritaire en matière d'alimentation. Donc nous sommes dans un ensemble intégré et aujourd'hui le ministère de l'Environnement, en ouvrant ce débat sur la conservation de la biodiversité, ouvre justement le débat sur la prise en compte du développement durable dans le programme Simandou 2040. Assez intéressant. Merci beaucoup, Dr Samora. Et cette fois-ci, je me tourne vers Dr Seydou Cissé. Vous êtes directeur général de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale. On voudrait savoir quels sont les principaux défis donc à surmonter pour instaurer un dialogue efficace entre les différents acteurs, donc l'État, les communautés, les secteurs privés, les ONG, etc. Merci Madame la modératrice. Et les défis sont à plusieurs niveaux. Le premier niveau de défi, c'est déjà la maîtrise de l'outil que nous utilisons pour accompagner les projets. Monsieur le secrétaire général et Lamine Camara, notre collègue, vous ont parlé de l'outil évaluation environnementale stratégique. Et nous avons engagé depuis un certain temps un processus de dialogue avec l'ensemble des BSD, les bureaux de stratégie et de développement au sein des différents ministères,
pour les soumettre cet outil. Mais il y a dans un premier temps eu une incompréhension parce que l'outil était vu comme un frein au développement de leur projet. Mais nous avons réussi à leur expliquer que c'est un outil qui est utilisé pour faciliter les prises de décision. Parce que c'est un outil qui leur permettra d'envisager les différentes options de développement du projet et de choisir les options qui seront les plus cohérentes par rapport à un ensemble, à une vision globale. Donc aujourd'hui, il y a eu un engouement qui a été développé à ce niveau et nous sommes très avancés sur un programme de formation dans lequel l'ensemble des BSD vont participer et avec la contribution de la Commission néerlandaise d'évaluation environnementale. Donc ça, c'est un premier niveau de difficulté. Le deuxième niveau de difficulté que nous rencontrons aussi, c'est la prise en compte même au niveau décisionnel, au haut niveau, de l'implication de l'évaluation environnementale dans le processus de planification au niveau des départements sectoriels. Nous avons eu beaucoup de difficultés où, au niveau de cette planification, les gens ne prévoient pas d'inclure l'évaluation environnementale dans leur processus. Et après, ils sont confrontés à des difficultés parce qu'ils arrivent à un niveau où ils n'ont pas anticipé les impacts potentiels de leur projet et ils sont confrontés à la réalité et ils reviennent vers nous avec un retard qui aurait pu être évité si on avait inclus ces éléments-là en début de planification. Donc, c'est un processus qui prendra du temps, mais la mission nous revient maintenant d'aller vers eux, de leur communiquer nos procédures, de leur présenter les différents outils que nous avons et surtout de mettre en avant le bien fondé de ces outils, qui est simplement que ces outils-là sont utilisés à une meilleure planification, à une anticipation des risques que présentent les projets et à identifier aussi les voies et moyens qu'il faut pour minimiser les impacts de ces projets. Merci également pour votre rapport. Et je me tourne à présent vers Monsieur Idriss Djeffry. Je rappelle que vous êtes expert de la Banque mondiale. Et selon vous, quelles sont les meilleures pratiques internationales dont la Guinée pourrait s'inspirer pour renforcer son système de conservation? Merci beaucoup, madame, et merci aux collègues qui ont parlé auparavant. Donc, la Banque mondiale intervient, le groupe de la Banque mondiale intervient dans les pays avec un cadre pour la gestion environnementale et sociale de ces investissements, y compris en ce qui concerne les projets publics avec le cadre environnemental et social, mais également les investissements de la société financière internationale avec les normes de performance. Donc ça, ce sont deux cadres qui pilotent nos investissements dans le pays. En Guinée, c'est également le cas. Et donc, dans le cadre de nos projets d'investissement, nous accompagnons le gouvernement à élaborer un certain type de documentation en se rapprochant un maximum de la réglementation nationale. Ici, en Guinée, il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits en ce qui concerne l'alignement de la réglementation nationale avec les différents outils qui sont utilisés dans le cadre environnemental et social de la Banque mondiale, y compris une reconnaissance récente du cadre de gestion environnementale et sociale, mais également une reconnaissance des études stratégiques environnementales et sociales. Nous avons accompagné la Guinée pour utiliser ces outils dans le secteur plus large de la gestion des ressources naturelles, y compris depuis 2015 avec l'élaboration de l'étude stratégique environnementale et sociale de la réforme du secteur minier au moment du boom de la bauxite. Et actuellement, avec notre accompagnement, la Guinée met à jour cette étude. Cette étude est vraiment un pilier de nos investissements dans le secteur minier, pour réellement comprendre quels sont les enjeux de cette réforme du secteur minier et la manière dont on peut gérer ces différents enjeux. En ce qui concerne plus spécifiquement les ressources naturelles renouvelables, et donc ce dont on parle aujourd'hui avec le capital naturel, plusieurs outils ont été développés pour gérer nos investissements dans le secteur, et notamment des outils spécifiques comme les cadres fonctionnels et les évaluations institutionnelles. C'est un peu des
des mots un peu compliqués, mais je vais essayer de vous expliquer en quelques mots ce que c'est. Les cadres fonctionnels, c'est un document qui permet, et une approche de la part du gouvernement qui permet d'adresser les impacts potentiels du renforcement de la loi dans des zones protégées. Donc, en renforçant la loi dans des zones protégées, on réduit les ressources, les moyens de subsistance de certaines personnes qui potentiellement utilisaient d'une manière abusive les ressources naturelles de ces zones-là. Mais pour investir dans ces zones-là et pour ne pas impacter les populations qui étaient là auparavant, l'idée c'est de réellement arriver à comprendre ces impacts et à prendre des mesures dans le cadre des projets qui permettent de pouvoir compenser ces impacts auprès des populations. Donc, tout à l'heure, l'OGPR nous parlait de tous les processus de développement d'activités génératrices de revenus en périphérie des aires protégées. Et donc c'est un exemple sur la manière dont on peut, en orientant ces activités vers les personnes qui ont été principalement impactées par la mise en place et le renforcement de l'application de la loi dans ces aires protégées, de pouvoir compenser les impacts du fait de la mise en place de ces aires protégées. En ce qui concerne l'évaluation institutionnelle, ça c'est un autre angle, c'est l'angle de l'application de la loi. L'application de la loi, c'est toujours des investissements qui sont compliqués pour la Banque mondiale parce qu'il y a des risques de violence derrière, des risques de genre, de problèmes de genre, etc. Pour mieux comprendre ces problèmes et pour mieux les adresser, nous avons accompagné le GPNRF à réaliser cette évaluation institutionnelle pour comprendre quelles étaient leurs procédures, quels étaient les mécanismes de gestion des plaintes en interne, pour permettre d'adresser d'une manière active ces potentiels risques. En ce qui concerne maintenant l'étude stratégique environnementale et sociale sur le réseau des aires protégées, on pense que c'est parfaitement, comme vient de le dire le secrétaire général, le lieu même qui va permettre de rassembler l'ensemble des vues pour pouvoir réaliser ce cadre de concertation en anticipant l'ensemble des impacts, y compris ceux que j'ai adressés initialement. Mais ce qui est important dedans, c'est que ça ne remplace pas des études plus spécifiques. Il y aura peut-être des études plus spécifiques à réaliser, et notamment, je pense à la mise en place du Parc national du Moyen Baffin actuellement, avec une étude d'impact environnemental et social qui est prévue directement sur le Moyen Baffin et qui peut permettre d'aller plus loin, plus loin et de manière plus précise en ce qui concerne les impacts directs de la mise en place d'un parc national majeur sur les populations et sur l'environnement. Alors, est-ce qu'il y a des pays où tout ceci a été appliqué et que ça a donné fruit? Donc, dans la plupart des pays où nous intervenons, nous prenons ce cadre-là. Maintenant, l'implication de diverses parties prenantes, y compris le secteur privé en Guinée, est un petit peu unique. Et cette histoire de la création du moyen Baffin avec l'accompagnement de la Société financière internationale pour pouvoir répondre aux normes de performance 6 sur la biodiversité de la Banque mondiale est vraiment unique. Toutefois, dans la plupart des pays où nous intervenons en ce qui concerne la création de nouvelles aires protégées, y compris au Costa Rica par exemple, tout ça c'est accompagné par un ensemble d'études, y compris les cadres fonctionnels, y compris des études stratégiques environnementales et sociales. Merci. Merci également, merci pour votre rapport. Et je vais vers vous, lieutenant-colonel. Quel rôle peut jouer le réseau guinéen des aires protégées, donc le REGAP, dans l'équilibre entre conservation et développement territorial? Merci madame pour cette question. J'aimerais rappeler d'abord que le réseau guinéen des aires protégées, ici avant, les gens pensaient que les aires protégées constituaient un blocus, un frein au développement. Et j'aimerais rassurer l'ensemble des partenaires techniques et financiers que le réseau guinéen s'inscrit dans la vision Simandou 2040, qui est celle de concilier la conservation au développement durable. Le réseau aujourd'hui constitue un outil essentiel à la mobilisation de financement et à travers la mise en place du fonds fiduciaire pour la conservation de la biodiversité que nous avons
engagés et que nous sommes en train de finaliser, mais aussi le réseau aujourd'hui à travers les différentes séquestrations de carbone que le réseau génère. Ces séquestrations de carbone peuvent être aujourd'hui monétisées et entraîner des revenus pour le pays. Et en dehors de ça, la mobilisation de financement extérieur aujourd'hui se focalise beaucoup sur la conservation de la biodiversité et cela n'est possible qu'avec un réseau solide. D'accord, c'est assez bref et clair. Et en tout cas pour cette première phase, notre dernier intervenant est Monsieur Jean-Marc Garot. Je rappelle que vous êtes également expert bureau d'études GOPA. Et comment mesurer concrètement l'impact des politiques de conservation sur le développement économique des territoires? Comment mesurer donc les effets des politiques environnementales? Question épineuse. Question à long terme. Lorsqu'on pense conservation de la nature, on pense service. Service à la population. On ne conserve pas. Bien sûr qu'au départ, on parle de la conservation de la biodiversité. Et une des choses qu'on va mesurer, c'est effectivement l'impact des mesures qu'on va prendre, que ce soit la création d'aires protégées, les modifications de règles d'accès aux ressources. On va mesurer les effets sur la biodiversité. Est-ce que les écosystèmes qu'on a classés sont en meilleure santé? Est-ce que les espèces sont en meilleure position dans les espaces que l'on a classés, dans lesquels on a établi de nouvelles règles d'accès aux ressources? Donc, sur le long terme, la nature reprend ses droits, là où elle a été sérieusement menacée, surexploitée, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et comme on l'a dit aujourd'hui, on s'inscrit dans un paysage social, économique, et donc la finalité de la conservation de la nature, ce n'est pas uniquement pour la biodiversité, c'est aussi pour le bien-être et le développement durable de la nation. À partir de là, les systèmes d'évaluation vont mesurer le bien-être des populations. Est-ce que les communautés, est-ce que les acteurs qui sont dans les aires protégées qu'on a classées estiment avoir bénéficié d'un renforcement de leur bien-être? Comment est-ce qu'ils voient leur situation par rapport à l'avant? Il y a beaucoup de projets à travers le monde. On pense à beaucoup de choses, mais on ne pense pas aux populations qui sont autour. Donc, là, il s'agit pour nous, à l'OGPNRF, je ne dis pas, mais aussi je suis au service de l'Office guinéen des parcs nationaux. On va s'atteler à mesurer donc, le niveau de satisfaction des acteurs par rapport à la nouvelle situation. Les bénéfices du REGAP, de la création du REGAP, sont aussi au niveau national. Le directeur national de l'eau, de l'hydraulique, avec qui on travaille, estime qu'on travaille dans la même direction. Conserver les écosystèmes du monde d'Andan, c'est conserver la source de l'eau du Grand Conakry. Et donc, le système de mesure d'impact va s'atteler à des bénéfices locaux, des bénéfices nationaux et même des bénéfices mondiaux, parce que la Guinée, si on qualifie sa biodiversité de très remarquable, c'est qu'elle a des spécificités très particulières. Vous avez vu les vidéos, la
fait partie des mesures d'évaluation qu'on va mettre en place, même si ce n'est pas facile, de s'assurer que les populations centralisées se portent mieux après la création de l'EGAP qu'avant la création de l'EGAP. Et ça, c'est un bénéfice mondial pour lequel on est aussi soutenu au niveau mondial par le Fonds pour l'environnement mondial. Pas que pour la Guinée, on l'a compris. Alors, je me retourne vers vous, docteur Samora. En quoi l'évaluation environnementale stratégique constitue-t-elle un outil clé pour orienter les décisions liées au REGAP? Très bien, merci pour cette question qui me permet d'aller de façon concrète. Si je prends le secteur minier, j'ai eu la chance, quand j'étais expert hors de la Guinée, de participer à une étude commanditée par l'UMOA sur l'analyse des conflits dans le secteur minier. Les conflits entre les États et les investisseurs. Il s'est avéré que la plupart, et une bonne partie de ces conflits-là étaient liés au fait que pendant les études, disons, d'exploration, le ministère des Mines peut, par exemple, autoriser ou donner des permis d'exploration à des entités qui vont investir des millions pour prouver des gisements, mais malheureusement sur des territoires qui ont des richesses d'importance écologique déjà prouvées, donc qui ont le statut d'aire protégée. Et vient ensuite la phase d'exploitation de ces ressources. Et pour avoir l'autorisation d'exploitation, il faut absolument disposer d'un certificat de conformité environnementale, comme c'est le cas en Guinée. Et du coup, lorsque le ministère de l'Environnement refuse de donner l'autorisation environnementale, le ministère des Mines ne peut pas donner l'autorisation d'exploitation de ce gisement. Et il est arrivé, on a recensé un certain nombre de cas de conflit où l'entreprise se retourne vers l'État pour dire, mais pour nous, le ministère des Mines, le ministère de l'Environnement, c'est l'État. L'État nous a autorisés à investir, on a même emprunté pour pouvoir investir, et l'État nous dit, vous ne pouvez pas parce qu'il y a la biodiversité. Ça, c'est pour... donc, un État peut se mettre dans une situation délicate comme ça, ou facilement l'éviter. Pour l'éviter, aujourd'hui, nous sommes à la deuxième génération de l'évaluation environnementale stratégique du secteur minier en Guinée. Mais avant cela, nous avons développé, grâce justement à l'amélioration de la collaboration avec nos collègues du ministère des Mines, aujourd'hui, la carte du réseau des aires protégées a été mise à la disposition de CPDM pour pouvoir l'intégrer au cadastre minier. Nous nous préparons à aller en échange direct entre les deux services, donc les deux ministères, pour analyser ensemble. Parce qu'il y a forcément plusieurs permis miniers qui se superposent avec, effectivement, à des aires protégées de haute importance au plan écologique qu'on ne peut pas du tout toucher. Donc ça devient un embarras. Mais heureusement, aucun de ces permis majeurs n'est dans une situation de prospection avancée. Il s'agit, par contre, pour l'État guinéen, donc au-dessus du ministère des Mines et du ministère de l'Environnement, c'est une décision stratégique pour la Guinée et de façon très responsable de décider, de voir qu'est-ce qu'il faut privilégier à tel endroit ou à tel autre endroit. Ce débat-là, on le mène déjà de site par site. Je peux vous donner jusqu'à 2 exemples de sites où le ministère de l'Environnement, directement en discussion avec le minier, l'a amené à renoncer à la partie considérée comme problématique par rapport à l'atteinte à la biodiversité et à dire, bon, il y a plus de 600 hectares, on ne va pas exploiter ici parce que ça fait partie du parc X. Je ne veux pas donner d'exemple précis. Donc, tout ça vous trouvez pour des consensus, au fait. On peut rechercher des consensus. C'est dans cette démarche que nous nous inscrivons aujourd'hui. Et l'évaluation environnementale stratégique vient structurer cette démarche à un niveau beaucoup plus intéressant. C'est que nous allons, par exemple, regarder le secteur de l'énergie avec la réalisation du barrage de Koukountamba, par exemple, va nécessairement entraîner la création d'un réservoir important qui va empiéter sur une partie du parc national de Moyen-Bafing, théoriquement.
Mais il faudrait voir, discuter avec effectivement les porteurs de ce projet pour voir si on peut jouer sur la cote d'inondation pour faire en sorte qu'il y ait moins d'impact et qu'on évite effectivement de toucher à la partie la plus sensible de ce parc. Donc tout ça, c'est des débats qui peuvent se tenir de façon sectorielle. C'est-à-dire que nous allons faire l'évaluation stratégique du secteur minier afin d'optimiser l'exploitation de nos ressources minières de manière à prendre en compte les questions de durabilité. Ce n'est pas uniquement la question de la biodiversité, la durabilité, mais c'est aussi la question effectivement de certains impacts sociaux majeurs. Est-ce qu'on va décider de décimer ou si on a les plus grands trésors sous la ville de Farana, est-ce qu'on va décider de fermer la ville de Farana et exploiter le trésor? C'est un choix politique. Donc c'est pour vous dire que grâce à une évaluation stratégique bien menée, on peut avoir un débat qui nous permet de prendre des décisions bien informées, de comparer les avantages et les inconvénients de chaque scénario, d'abord de se donner la possibilité de dire qu'on n'a pas une seule solution, on a plusieurs solutions. Oui. Alors, comparons les solutions en tenant compte de quoi? En tenant compte des considérations économiques, des considérations techniques, des considérations sociales, des considérations environnementales et même des considérations politiques et de gouvernance. Donc, en tenant compte de tous ces critères-là, on peut prendre des décisions qui nous permettront d'éviter des problèmes lorsque nous arrivons au niveau des projets. Donc, quand on a donné un projet à développer à un opérateur économique, il ne doit pas venir trouver des problèmes à ce niveau. Il doit venir trouver que ces problèmes ont été résolus au niveau stratégique. Mais ça ne le dédouane pas de réaliser son étude d'impact, mais il sait déjà que l'étude d'impact va lui permettre de gérer les problèmes résiduels directement liés à l'exploitation, à l'implantation de son unité. Et comme le disait le DG tout à l'heure, il y a certaines questions, ce n'est pas au niveau de la réalisation du projet qu'il faut les débattre. Parce que c'est souvent des questions idéologiques, des questions politiques, de politique majeure et des décisions à prendre au niveau stratégique. C'est grâce à l'étude d'impact qu'on va essayer d'élaguer ces problèmes afin de simplifier le déploiement du développement. Et c'est pour ça que ça me fait revenir encore sur le programme Simandou 2040. Nous sommes à l'étape aujourd'hui où chaque secteur, dans chaque bloc de Simandou, nous avons l'opportunité de mener ce débat, de faire en sorte qu'on puisse aller dans une phase accélérée de mise en œuvre qui n'aura pas de résistance, ni du côté des communautés, ni du côté justement des autres acteurs de développement. Donc l'évaluation environnementale stratégique est un outil d'arbitrage, un outil de débat et de recherche de consensus autour du développement. Merci. Voilà qui est assez bien dit. Merci de nous avoir éclairé là-dessus. Et monsieur docteur Seydou Cissé, plutôt, quel mécanisme de gouvernance permettrait d'assurer une gestion durable, transparente, mais également inclusive des aires protégées? Alors, ça c'est une question intéressante et qui est en débat en ce moment. Parce que ce qu'il faudrait comprendre, c'est que dans le cadre du développement des offsets, les entreprises ont la responsabilité et l'obligation de compenser les pertes en biodiversité liées à l'exploitation de leurs projets. Mais lorsque vous regardez ce schéma, ces entreprises vont acquérir des sites qu'ils vont développer ou sur lesquels ils vont développer des offsets et qu'ils vont gérer pendant un certain temps. Et à la fin, après l'exploitation et la fermeture du projet, ces entreprises vont se retirer. Et donc, il va falloir que quelqu'un reprenne en main ces offsets. Donc, c'est pour cela que, dès maintenant, il est nécessaire de pouvoir identifier les acteurs clés qui auront un rôle à jouer dans la gestion future de ces offsets, les associer à la discussion, au cadre de concertation, pour pouvoir identifier et définir le mécanisme qu'il faut mettre en place pour la gestion de ces offsets dans un avenir où l'exploitant va se retirer suite à la fin de l'exploitation de son projet. Donc ce mécanisme, il est encore à l'état embryonnaire chez nous. Donc c'est d'où encore ces concertations qui sont ouvertes avec nos partenaires pour que nous puissions discuter de ces questions et voir les voies et moyens que nous pourrons adopter ensemble pour évoluer sur ces questions. Un exemple
s'est passé et qui a attiré l'attention de chacun de nous. Il y a le projet GAC qui s'est associé à la CBG pour développer un offset au niveau du moyen baffing. Mais suite aux difficultés rencontrées par le projet GAC et au retrait de sa licence d'exploitation, ils ont décidé d'arrêter d'investir et de financer la gestion du parc du moyen baffing. Alors que la création même de ce parc était une raison et était une conséquence de l'impact qu'ils ont généré pendant le développement de leur projet. Donc, ils ne sont pas en train d'avancer et un impact, ils sont en train de compenser un impact qu'ils ont déjà commis. Donc, même la perte de leur licence d'exploitation ne devrait pas entraîner l'arrêt du financement de la gestion de ce site offset. Donc, cet exemple-là nous a attiré l'attention et nous amène aujourd'hui à réfléchir avec les autres partenaires pour faire en sorte qu'on ait un mécanisme en place qui évite que ce cas arrive dans l'avenir. Une fois que vous avez vous avez perdu des espaces de biodiversité, des écosystèmes, et que vous développez un plan de compensation, le financement doit être durable et à long terme. Et aucun processus ne doit l'interrompre. Donc, la réflexion est lancée, le mécanisme, et on le discutera ensemble dans les jours à venir pour ce forum. Et ça, même si on perd sa licence d'exploitation? Même si vous perdez votre licence d'exploitation, vous n'êtes pas exempté de compenser le dégât que vous avez déjà commis sur l'environnement. Parce que, encore une fois, l'offset, c'est pour compenser l'impact que vous n'avez pas pu éviter pendant le développement de votre projet. Donc, c'est un dégât qui est déjà commis. C'est celui-là que vous cherchez à compenser en développant l'offset. Donc, si vous développez l'offset, tous les fonds de garantie, tous les mécanismes de gestion doivent être mis en place pour le long terme, jusqu'à ce que le site d'offset soit transféré à une entité qui prendra la responsabilité de sa gestion pérenne. Et dans le cadre de la Guinée, c'est là où le rôle du REGAP devient très important. Et dans la mesure où tous les sites d'offset qui seront développés, notre souhait ou notre vision est que ces sites-là, à long terme, intègrent le REGAP pour que nous puissions continuer de maximiser et de sécuriser la gestion même du REGAP et la préservation de notre biodiversité. Merci beaucoup, Dr Cissé, pour également cet éclaircissement. Et ma prochaine question est adressée à M. Defri Idriss. Et de quelle manière les communautés locales peuvent-elles être pleinement intégrées dans la gouvernance des aires protégées? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question essentielle. Tout à l'heure, on l'a vu, l'implication des populations locales dans la gestion des aires protégées, et c'est une condition sine qua non au maintien sur le long terme de la bonne gestion et de l'équilibre entre développement durable et conservation. Uniquement l'application de la loi par les autorités ne peut pas permettre d'avoir une durabilité au développement. Donc c'est des choses qui sont obligatoires, mais l'appropriation par les populations locales de l'intérêt de la préservation de la biodiversité, de la gestion durable des écosystèmes, elle est essentielle sur sa durabilité. Donc il y a plusieurs outils pour cela, et notamment des outils de gouvernance partagée des aires protégées et des mécanismes de consultation permanents. Et c'est ce qui est actuellement en train de mettre en place l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune, avec la mise en place de comités de gestion locaux autour dans les communes des différentes aires protégées. Là, il y a un lien direct ici en Guinée à faire avec toute l'infrastructure sociale qui a été développée à travers les mécanismes de financement du développement local, et notamment à travers le FNDL, le Fonds national pour le développement local, et également l'ANAFIC, l'Agence de financement des communautés locales.
qui a permis de mettre en place au sein de chacune des plus de 300 communes de Guinée des comités de développement locaux et également le développement de plans de développement locaux. Donc l'articulation entre les plans de gestion des aires protégées et les plans locaux de développement doit permettre de pouvoir avoir une planification de la gestion harmonisée. Et également la gestion à une échelle d'une aire protégée avec les conservateurs en chef, etc. et les instances de gouvernance locale du développement qui ont été mises en place au niveau des communes. Cette articulation, elle est essentielle pour avoir une gouvernance partagée de ces zones. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Defry. Et mon tout dernier point va s'adresser donc au lieutenant-colonel. Comment est-ce qu'il faudrait aujourd'hui éviter que les projets structurants, notamment miniers, n'entraînent des pertes irréversibles, j'y arrive, de biodiversité? Merci, Madame, pour cette question pertinente. Aujourd'hui, pour éviter que les projets miniers n'entraînent des pertes irréversibles sur la biodiversité, nous sommes en train de nous inscrire dans cette dynamique parce que la réforme du système du réseau des aires protégées à travers la redéfinition des limites, la clarification du zonage, permet vraiment de recadrer et de recentrer les activités des sociétés minières qui sont autour de ces aires protégées. Parce qu'une aire protégée qui est mal délimitée, prête à confusion, et cela crée vraiment un déséquilibre dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Mais la redéfinition des limites du réseau des aires protégées rassure les partenaires et permet vraiment d'éviter ou de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les trois principes de la compensation, c'est-à-dire éviter, compenser ou réduire les pertes de la biodiversité, soient respectés. À défaut, c'est prendre vraiment des mesures idoines au cas où ces mesures ne sont pas possibles, de procéder à la compensation de la biodiversité dans un site similaire pour qu'on ait enfin un gain net sur ces espèces. Merci beaucoup pour vos apports à tous les 5. Je me tourne à présent vers vous, cher public, vous permettre d'apporter votre grain de sel et pourquoi pas de poser des questions. On en a déjà des mains, je vois des mains en l'air. Est-ce que je peux avoir une hôtesse, s'il vous plaît, pour promener le micro? Voilà, et nous vous invitons à vous tenir debout pour une question de prise d'image. Merci beaucoup. D'accord. Ok, c'est juste quelques recommandations en m'inspirant de certaines expériences ici. Monsieur le directeur général de l'AG dit qu'ils cherchent à former les BSD, à les sensibiliser pour que les BSD prennent en compte cette dimension d'évaluation stratégique environnementale. Donc c'est une très bonne chose. Mais est-ce que c'est les BSD qui doivent être les portes d'entrée? Je donne 2 exemples. Au temps du feu général Lansana Conté, des policiers avaient été formés pour ne pas tirer sur les populations. Mais ça n'a pas changé. Ils ont dit pourquoi? Ils disent non, il faut former ceux qui nous donnent des ordres. Il faut commencer par le sommet. Parce que tant que les ministres au sommet, au niveau des ministères sectoriels, ne prennent pas conscience de cela, au niveau des BSD, pour moi, ça va être difficile d'appliquer. Vous prenez le Delivery Unit encore. Et en 2012, le PNUD avait commencé à institutionnaliser ici. Je me rappelle à l'époque aussi, on avait échangé sur cette question. Ça n'a pas porté parce qu'on a commencé par des cadres au niveau moins. Et moi, je pense que c'est important qu'un tel travail soit développé au niveau top management du pays pour que les différents ministres prennent conscience de la nécessité d'introduire ça au niveau sectoriel. Et s'ils sont conscients de cette nécessité, ça va, à mon avis, être plus facile de travailler avec le BSD pour arriver à le faire. Donc, à développer une stratégie qui intégrerait l'ensemble
des dépositaires d'enjeux clés pour les amener à prendre conscience de cela. Et autre chose, c'est par rapport à l'objectif d'arriver en 2035 à aller au-delà du 18R protégé. Est-ce que vous avez un plan stratégique par rapport à cela pour éviter de dire nous voulons à 35 seulement, arriver à 35 ou je ne sais pas 38? Est-ce que vous avez décliné cela à court, moyen et long terme? Comment y arriver et définir les stratégies? Parce que si ce n'est pas fait, on risque d'arriver à 2035 sans pour autant mettre en œuvre ces stratégies qui nous permettront d'atteindre ces cibles. Voilà quelque chose que je tiens à partager avec vous. Je vous remercie. Merci pour vos recommandations. Le monsieur en lunettes, madame. Voilà. Bien, moi je suis Elhadj Salif Diallo, je suis le conseiller technique principal de Guinée Écologie. En fait, moi je veux avoir un éclaircissement. Peut-être que je ne suis pas informé ou que je ne comprends pas. Et je profite du forum pour poser cette question parce que selon ma compréhension, le programme Simandou 2040, c'est bien un programme multisectoriel avec 5 piliers. Récemment, le CNT a publié 2 lois, une loi programme Simandou et une loi plan Simandou. Alors la question que je me pose par rapport à l'exposé sur l'évaluation environnementale stratégique, est-ce qu'il s'est posé la question de faire l'évaluation environnementale stratégique du programme Simandou 2040? Ou alors des dispositions sont prises pour simplement envoyer cette évaluation environnementale stratégique au niveau des piliers. Mais même si c'était le cas, est-ce qu'on peut envisager des publications de ces évaluations environnementales stratégiques? Ça, c'est ma question par rapport au fait que l'exposé dit que l'évaluation environnementale stratégique concerne les programmes, les politiques et les plans. Voilà. Oui, monsieur. Merci, moi c'est Tcherno Ibrahim Diallo, coordinateur national du projet Folonimbe, ancien pays. Moi je voudrais juste me poser une question en suivant, comme je sais déjà, Dr Karim le sait, nous avons effectué une évaluation environnementale stratégique pour tout le paysage Bafim-Falémé. Avec ce qui est envisagé aujourd'hui, qu'est-ce que cela va devenir? Est-ce que ça va être pris en compte? Qu'est-ce que ça va être? Puisque, comme vous savez déjà, le paysage contient non seulement le parc national du Mont Bafim, mais aussi la future réserve de faune Gambie-Falémé et des forêts communautaires qui sont très importantes. Qu'est-ce qu'on en fera de déjà ce travail qui est déjà réalisé? Deuxièmement, je voulais savoir qu'est-ce qu'on va faire des processus de création des aires, puisqu'on a cité ceux qui sont déjà réalisés, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce qui est en cours? Est-ce qu'il y aura des études? Ça va reprendre dans ces zones aussi. Qu'est-ce qu'on va faire de ces aires, puisque avec toute cette association et le problème de cette étude. Et quand je sais combien de fois c'est une grande envergure, c'est un processus très compliqué. Je ne sais pas qu'est-ce que vous envisagez. Merci. Alors, on va répondre directement pour gagner un temps. La question est adressée à qui, finalement? Lieutenant-colonel, allez-y. Merci, monsieur le coordinateur. Alors, merci, monsieur le coordinateur, pour cette question. Je dirais que les études déjà engagées pour les aires protégées dont nous avons entamé la création restent en vigueur. Ces études vont compléter l'évaluation environnementale stratégique que nous allons engager très bientôt au niveau national et ça va contribuer à alimenter la base de données du réseau des aires protégées que nous sommes en train de finaliser. Donc le REGAP, la finalité, l'évaluation environnementale va nous dire est-ce que c'est un décret qui va être pour l'ensemble du réseau des aires protégées ou bien est-ce que nous allons procéder à un décret par aire protégée. C'est la conclusion de l'étude qui va vraiment nous élucider tout ça. Donc, ça veut dire que toutes les études qu'on a déjà réalisées
où toutes les aires protégées dont on a finalisé le processus vont attendre et à la fin, elles vont s'ajouter au grand réseau pour qu'on puisse aller vers un décret. Nous poursuivons. Prochaine question. Je voudrais juste Monsieur Cissé. répondre aux observations qui avaient été faites par M. Wan concernant l'implication des BSD ou s'il faut aller à un niveau plus stratégique. L'observation que vous avez faite, on en a discuté à l'interne également. Et nous avons dit que néanmoins, il faudrait former les BSD, puisqu'ils sont coordinateurs de la mise en œuvre des projets au sein des départements. Ils jouent un grand rôle dans cette phase de planification. Donc, on a décidé qu'on va aller avec eux dans un premier temps. Et la réflexion est en cours pour voir qu'est-ce qu'on propose à un niveau plus stratégique et comment est-ce qu'on organise ce niveau. Donc, on n'est pas encore arrivé à un consensus sur ce point, mais on a quand même arrivé à la conclusion que les BSD jouent un rôle fondamental. Donc, si nous réussissons à faire passer cette formation au niveau des BSD, eux ils pourront facilement nous aider à la prise en compte de ces aspects-là dans les programmes de planification sectorielle. Et en plus des départements ministériels, nous avons inclus d'autres structures aussi. La CGP est incluse dans le programme de formation et le BSPP aussi est inclus. Parce qu'eux aussi, ils pilotent beaucoup de projets à leur niveau et au niveau de la présidence. Donc, c'est ce qui nous a amené à cibler dans un premier temps les BSD. Mais la réflexion à un niveau stratégique est en cours. Donc, au besoin, on pourra même vous consulter pour avoir des échanges là-dessus. Quant à la question de M. Diallo sur la réalisation de l'EIS et l'évaluation environnementale stratégique sur l'ensemble du programme Simandou, encore une fois, ce sont des questions qu'on a discutées et pour voir quel allait être le meilleur moyen d'accompagner la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Est-ce qu'on peut réaliser l'évaluation environnementale stratégique sur l'ensemble du programme? Et ce qui allait être extrêmement compliqué, on a discuté avec les spécialistes et il s'est avéré que ça allait être extrêmement compliqué de le faire. Et alors on a évalué aussi l'option de l'appliquer sur les piliers. Cette option n'a pas été retenue non plus, parce que même au sein des piliers, vous verrez par exemple qu'il y a au niveau de certains piliers 2 ou 3 ou 4 départements qui seront impliqués pour réaliser les programmes ensemble. Donc, nous n'avons pas retenu cette option non plus. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut faire la formation d'abord avec l'ensemble des acteurs et ensuite, on pourra faire des cas d'études lors de cette formation pour voir comment on pourra mieux s'organiser pour procéder à l'évaluation stratégique du programme. Donc, la réflexion est à ce niveau pour le moment et nous avons déjà identifié des départements qui sont très bien structurés par rapport au programme qu'ils vont mettre en œuvre. Et eux, on peut d'ores et déjà commencer à travailler avec eux. C'est par exemple le cas du REGAP. Et nous venons de finaliser l'évaluation environnementale stratégique du secteur minier qui vient d'être revue pour une seconde fois. Et donc, il y a déjà des départements avec lesquels on peut facilement utiliser l'outil pour être plus efficace dans la planification. Mais pour l'ensemble du programme Simandou, la question n'est pas encore tranchée. Je vais laisser Monsieur le Secrétaire général ajouter d'autres commentaires. Je vous remercie. Merci, DG. Madame, si vous permettez. Je vous le permets. Oui. En fait, justement, par rapport à la question du niveau de réalisation, à quel niveau on va appliquer l'évaluation stratégique? Vous conviendrez avec moi que nous sommes à une question d'échelle. On peut l'appliquer à une politique, à un plan, à des programmes. Dans le cas de Simandou, effectivement, si on veut faire aller vers une EES du programme Simandou dans son ensemble, ça va être très très générique. Ça va être très très générique. On ne pourra qu'établir des grands principes qui s'appliqueraient aux différents piliers. Au niveau des piliers, ce qui est intéressant, aujourd'hui, nous travaillons sur l'évaluation environnementale stratégique, l'actualisation de l'EES du secteur minier. Lorsque vous vous intéressez au secteur minier de manière intégrée,
vous allez avoir affaire à plusieurs axes. Un axe de diversification des opportunités d'exploitation, des ressources, de nouvelles substances à identifier, à exploiter. Il y a un axe absolument infrastructure associée aux mines. Infrastructures associées aux mines. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures qui desservent toute la Guinée, mais en lien avec le projet Simandou. Donc, les mines envisagent aussi effectivement un vaste programme d'infrastructures. Ça peut être des infrastructures routières, mais aussi des infrastructures énergétiques et d'autres infrastructures connexes associées pour appuyer le secteur minier. Et enfin, ils ont le volet finance. Mais si nous nous intéressons uniquement au volet développement des substances et ainsi de suite, et le volet infrastructure, on vient d'absorber pratiquement le pilier, plus ou moins le pilier infrastructure. Ça veut dire que s'intéresser réellement au secteur minier avec toutes ses ramifications, on touche déjà à d'autres secteurs de développement. On peut avoir des portes d'entrée comme ça parce qu'elles sont plus faciles à maîtriser pour une EES, effectivement, qui peut réjaillir sur les autres secteurs et pas pour les absorber complètement, mais pour leur faire comprendre aussi, par exemple, si on sort de l'EES du secteur minier, il y a deux autres secteurs qu'on va pouvoir convaincre facilement de la nécessité de mieux prendre en compte le développement durable dans leur planification. C'est le secteur des infrastructures et le secteur de l'énergie. Donc, il sera facile d'aller vers une EES aussi dans ces secteurs plus spécifiques. Donc, c'est pour vous dire que nous devons aujourd'hui nous réinventer. Ce que je vais vous dire, c'est que l'évaluation environnementale stratégique est un outil en développement. L'outil même est en développement. Et malheureusement, les premiers obstacles rencontrés par le déploiement de cet outil, c'est que les spécialistes en environnement ont pensé que c'était à eux de commanditer et coordonner l'évaluation environnementale stratégique des politiques sectorielles. Ça a échoué parce que le ministère de l'Environnement ne peut pas décider à la place du secteur du ministère des Mines la planification du développement minier en Guinée. Il faut convaincre d'abord le ministère des Mines de la nécessité, et ça le chef de l'État a mis le chapeau, tout le monde doit intégrer le développement durable dans Simandou 2040. Donc le ministère des Mines est dans cette logique. Nous venons comme expertise pour accompagner le ministère des Mines à faire ce travail. C'est pour cela que les BSD deviennent intéressants comme première porte d'entrée, parce que les BSD aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, sont à l'œuvre pour donner du contenu justement à leur niveau au programme Simandou 2040. Donc on peut, à travers eux, effectivement, amener un premier niveau d'influence. Par la suite, pour supporter ce premier niveau d'influence qui est plus technique, on peut effectivement passer à travers Madame la ministre pour commencer à parler d'intégration du développement durable. On ne parlera pas d'EES, on va parler d'intégration. Quels sont les outils? Comment nous allons intégrer le développement durable et le climat, l'environnement et le climat dans Simandou 2040? Ça peut faire l'objet d'un débat ou d'une communication par Madame la ministre en commission, en session interministérielle. Du coup, nous aurons aussi à communiquer avec la primature pour que la primature en fasse effectivement son outil d'accompagnement pour les ministères sectoriels. On aura plusieurs stratégies et plusieurs façons d'avancer, mais il faut commencer quelque part. Et ce début-là, nous l'avons travaillé à l'interne d'abord. L'AGE, en travaillant avec nous, nous avons réussi à convaincre le cabinet de la nécessité de cette démarche. Aujourd'hui, c'est Madame la ministre qui pilote et qui assure le leadership pour cette offensive-là. On parle du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Donc, il n'est pas question de se limiter à la gestion de l'environnement par le ministère de l'Environnement, au sein du ministère de l'Environnement. Il faut, à travers le concept de développement durable, influencer les autres départements. Même la présidence est ciblée parce qu'elle est l'ancrage principal du programme Simandou 2040. Donc, c'est une première étape. Et comme l'a dit M. Dr Cissé, nous continuons la réflexion et elle est ouverte, cette réflexion-là. Nous savons que le doyen Elhadji Diallo fait partie des ressources et des compétences dans ce domaine qui est très rare. Vous avez plusieurs experts en études d'impact, mais très peu en évaluation environnementale stratégique. C'est même un de nos problèmes parce que les consultants, même internationaux, recrutés,
pour faire le travail, nous sommes obligés de les recadrer. Et moi, je suis content aujourd'hui que ce soit nous, cadres de l'administration guinéenne, qui recadrons des experts internationaux en la matière. Je vous remercie. Merci encore. Je pense qu'on ne se lasse pas de vous écouter parce qu'on apprend beaucoup de vous. Monsieur le ministre, où se trouve le micro? Le micro à mon niveau, j'avais une question, madame. Vous pouvez patienter, s'il vous plaît. C'est une doléance. Je ne vous l'impose pas, c'est une doléance. Monsieur le ministre, vous pouvez y aller. Il y a la fin, d'accord. Ça nous facilite les choses. Allez-y, monsieur. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Merci. Moi, c'est Richard Sagno. Je suis le représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature en Guinée. Je remercie sincèrement les orateurs pour toute cette réflexion et cette analyse. Je voudrais juste revenir, puisque tout à l'heure on parle de la perspective des offsets qui vont intégrer effectivement le réseau, le RECAP très prochainement. Est-ce que dans cette phase pour l'évaluation environnementale stratégique, est-ce qu'on va se limiter seulement au niveau du RECAP ou bien on va intégrer aussi cette perspective des sites d'offset qui vont intégrer pour faire un travail toute bonne foi? Et quand on regarde aussi à côté avec tout ce qu'on a dit, les enjeux miniers et environnementaux, donc il est important effectivement d'avoir cette évaluation environnementale stratégique élargie qui permettent déjà de décider, de fournir en tout cas des décisions assez pertinentes sur l'ensemble de ces sites pour ne pas qu'après, encore demain, on va se mettre à faire des évaluations environnementales stratégiques pour les sites d'offset qui vont intégrer le RECAP. Voilà, merci. On va répondre en même temps. La question est adressée à qui? Qui voudrait répondre? Je peux y aller rapidement. Très rapidement. En fait, lorsque je prends la carte qui a été présentée ici, c'est le REGAP avant les offsets. C'est une option. Donc c'est un scénario, un premier scénario. Nous avons dit que nous voulons plusieurs scénarios. Un second scénario, c'est le REGAP actuel plus les offsets. La bonne information, c'est que grâce à la suite de l'atelier qui se tiendra demain, spécifiquement sur les offsets, nous aurons une carte de projection des offsets. Donc nous aurons déjà notre deuxième scénario du réseau des aires protégées qui fera partie de l'analyse comparative qui sera réalisée dans le cadre de l'évaluation environnementale stratégique. Mais c'est très important de savoir que après l'évaluation environnementale stratégique, un des rôles de l'EES aussi, c'est de faire une sorte de catégorisation des sites et de leur plan d'aménagement et de gestion pour savoir le site le parc national de Haut-Niger, 1 million d'hectares, doit faire nécessairement l'objet d'une étude d'impact détaillée. Par contre, Kununkan, combien d'hectares, je ne sais pas, mais d'une très moindre échelle, devrait plutôt faire l'objet dans son PAG d'une notice d'impact. Donc toutes ces catégorisations vont ressortir, de sorte que si par exemple Rio Tinto développe le site de Montbéro, j'ai une avance sur vous. Hier, j'ai traversé le Montbéro hier. Je suis passé. Non, en voiture. Avant de prendre mon vol hier pour revenir à Conakry, j'étais à Montbéro et justement c'était intéressant pour moi de savoir qu'on va débattre du premier offset qui sera développé, qui sera l'offset entre guillemets pilote par Rio Tinto, ça va être ce site-là. Mais au-delà de l'analyse qui sera menée à travers l'évaluation environnementale globalement, l'offset-là doit faire l'objet d'une étude d'impact. Maintenant, à l'âge d'apprécier, est-ce qu'il s'agira d'une étude d'impact simplifiée ou détaillée selon les enjeux. Mais ce qui est intéressant dans la conception du REGAP versus les offsets, je vais prendre l'exemple justement de l'offset de Montbéro. Vous avez l'offset de Montbéro sur le Montbéro qui a une certaine altitude. Mais autour, vous avez le projet de crédit carbone développé par Rainforest sur plus de 7000 hectares qui entourent l'offset. Et vous avez ensuite d'autres zones. Et ce que
le REGAP envisage, c'est de transformer le Montbéro plus pic de fond, hein, c'est ça, plus le pic de fond, en faire un parc. Donc, la carte qui a été présentée ici inclut déjà le parc pic de fond Montbéro. Donc, déjà, on anticipe pour dire que l'offset développé par Rio Tinto sera la zone de protection intégrale du futur parc, une des zones de protection intégrale du futur parc. Et c'est intéressant de constater qu'effectivement, dans 10 ans, nous allons avoir devant nous un parc où nous avons une reforestation massive grâce au projet, au processus de crédit carbone, des ressources générées grâce au processus de crédit carbone, des ressources financières, je veux dire, des ressources financières obtenues grâce à l'offset, et tout ceci au bénéfice des communautés locales, et ce qui nous donnera plus de chances, effectivement, d'avoir une aire protégée avec énormément de ressources pour sa conservation. On ne peut pas avoir cette opportunité pour chaque aire protégée, alors que nous avons un ensemble que nous voulons comme un continuum que nous voulons apprécier dans son ensemble. C'est pour cela la création effectivement du fonds fiduciaire pour la conservation de la biodiversité, dont la fondation guinéenne pour la conservation de la biodiversité est une des parties les plus importantes, présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre, va pouvoir être l'entité qui va essayer de s'appuyer sur plusieurs sources de mobilisation de ressources financières, notamment les acteurs privés, pour pouvoir assurer le financement à très long terme du REGAP dans son ensemble. Donc, ce qui est fait à Montbéro va avoir une implication positive, donc un impact positif sur l'ensemble du réseau, et c'est de ça, cet aspect que nous travaillerons demain. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons toujours avec les questions. On va en prendre 2. Allez-y, madame. Merci. Nous savons tous que l'exploitation minière peut avoir des conséquences désastreuses sur l'environnement si des dispositions ne sont pas prises en amont. Mais il y a un élément destructeur de notre environnement dont on ne parle presque pas en Guinée. C'est la carbonisation. Moi, je me demande, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver des solutions palliatives à l'utilisation abusive du charbon en Guinée? C'est un élément destructeur dont on ne parle pas. Les Guinéennes et les Guinéens utilisent le charbon pour préparer, pour cuisiner. Et ça détruit l'environnement, ça détruit la biodiversité. Mais on n'en parle presque pas. Or, il faut trouver des solutions palliatives à cette situation désastreuse. Je vous remercie. Merci pour cette remarque. On va en tenir compte. Monsieur le secrétaire général note ça quelque part. Une dernière question pour la route? Non. J'aurais bien voulu entendre les dames. Oui, moi j'aime bien quand les femmes prennent le lead. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on va donc clore ce moment de discussion et d'échange. Oui, monsieur. Il faudrait juste l'allumer, il est éteint. Rapidement, je vais me permettre pour rapidement, peut-être pas répondre à votre question sur la carbonisation, qui est vraiment un des grands problèmes en ce qui concerne le couvert forestier et l'attaque des écosystèmes en Afrique de l'Ouest. Pour donner l'exemple du Sénégal, où on travaille actuellement dans le sud-est du pays, sur une approche intégrée entre les aires protégées et également la production durable de bois de chauffe basée sur la foresterie durable, avec des assiettes de coupe, etc. Donc il y a des solutions qui peuvent s'intégrer à des réseaux d'aires protégées et qui peuvent permettre en périphérie, dans les zones de transition, de mettre en place des mécanismes d'exploitation durable des ressources forestières ligneuses, y compris pour les questions de charbon. Et c'est persuadé que c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument faire ici en Guinée, et je pense que ça doit faire partie de la réflexion sur l'aménagement large des aires protégées ici en Guinée, pour s'assurer que les ressources forestières renouvelables soient gérées d'une manière renouvelable pour permettre l'approvisionnement
des populations, notamment en bois de chauffe et en charbon. Donc c'est quelque chose qui, je pense que vous avez tout à fait raison, doit absolument être intégré dans les réflexions en ce qui concerne les planifications de l'aménagement du territoire en périphérie des aires protégées. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les 5. On va clôturer ce moment de discussion. Ça a été un plaisir de vous entendre et d'apprendre de vous. Et on espère que tout ce qui a été dit là servira. D'accord. Mais on va juste libérer Monsieur Desfray qui a rendez-vous avec Madame la ministre. Merci pour votre... Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Merci pour l'apport. Et je donne la parole. Je voudrais avoir une hôtesse, s'il vous plaît. Je vous en prie. Merci. Ah, il a déjà le micro. D'accord. Monsieur le ministre va prendre la parole en dernier. Moi, je voudrais exprimer ma très, très grande satisfaction par rapport à ce débat extrêmement enrichissant. Et je voudrais rebondir sur ce que le secrétaire général a dit. Nous sommes en train de nous réinventer. C'est tout nouveau, des confrontations avec lesquelles la nouvelle situation nous permet de faire face. J'ai 2 points à indiquer. Le premier, partant de ma propre expérience, j'ai fait 12 ans de mine. J'ai été parmi les premiers rédacteurs du premier code minier. J'ai par la suite travaillé dans beaucoup de pays avant de revenir ici. Mais le fait d'avoir travaillé aussi dans les institutions, je sais qu'on a accumulé énormément de dossiers et d'études. Il faudrait que nous puissions les récupérer parce que c'est des mines d'or qui sont dans les mains des cabinets d'études et des sociétés à travers le monde, que nous pouvons récupérer et que nous ferons gagner beaucoup d'argent. C'est nous qui avons fini, ça appartient à la Guinée. Si vous compilez l'ensemble de ces études, depuis, disons, 1984, disons, vous verrez qu'il y a pratiquement, dans tous les domaines, beaucoup d'études d'impact dans tous les domaines. Plutôt que de réinventer la roue, on pourrait accéder à beaucoup de données et gagner beaucoup de temps. Ça, c'est une première remarque. Mais la deuxième concerne ce que vous avez dit, concerne le programme Simandou. Je conviens avec vous que c'est très délicat. Ce serait important qu'on puisse saucissonner. Fort heureusement, les 2 lois qui sont passées nous donnent un peu une porte de sortie. Il y a la loi programme, il y a la loi plan. La loi plan fixe des objectifs pour les 5 premières années. Et l'avantage dessus, c'est que ça permet désormais au ministre d'éviter de dire je mets ça de côté, je reprends ceci, une fois que le ministre est parti, je reprends autre chose. C'est la première fois que c'est fait en Guinée. Donc un ensemble de projets est adopté. Nous devons donc nous battre pour que ce soit ces projets-là qui soient parmi les priorités à étudier en termes d'impact sur tous les plans. Vous avez une porte d'entrée là. Mais la deuxième porte d'entrée, c'est au niveau des BSD. Il faut éviter les duplications entre, d'abord, les unités qui sont mises au niveau des ministères pour le suivi du programme. Si celles-ci ne sont pas en communication, en relation avec les BSD, il va y avoir un double emploi, elles vont se marcher sur les pieds. Troisièmement, le Delivery Unit qui vient d'être créé, qui va désigner aussi des gens dans les ministères. Il faut que ces 3 structures-là marchent en collaboration avec vous. Et enfin, quand on le tourne vers chez nous, ça change beaucoup, les directeurs, les chefs de service, les ministères. C'est important que périodiquement, les ministères, dans le cadre d'un séminaire gouvernemental, soient initiés vraiment à l'adoption et à la compréhension de l'impact environnemental sur le développement du pays. Je crois que c'est important et on peut même faire passer une loi là-dessus parce que c'est transversal. Sans ceci, on n'aboutira à rien. Merci beaucoup. Merci pour votre rapport. Merci à nos différents panélistes. Voilà comment s'achève ce rendez-vous. Demain, nous vous invitons à revenir ici au même lieu pour une journée beaucoup plus stratégique. Le secrétaire général sûrement le confirmera. Et nous vous souhaitons un bon retour chez vous, une très belle soirée. Allez vous reposer pour se retrouver demain ici à partir de 9h pour des moments encore plus intenses en échange et en discussion. Merci à tous et à toutes. Et je m'appelle Aïssatou Sané, journaliste et présentatrice. Bonne soirée.